Alors l'OFDT a décidé de se lancer dans ce projet pour deux grandes raisons. La première, c'est que la jeunesse correspond à une période d'apprentissage du point de vue des usages de produits. C'est la période à laquelle on va essayer des produits, et puis pour ceux qui ont essayé, parfois vont continuer à le consommer ou décider d'abandonner cette pratique. La deuxième grande raison, c'est que l'Observatoire dispose d'un grand nombre de données sur l'adolescence. Ça fait de la France un des pays européens les mieux dotés sur cette question-là, des drogues et des addictions. Et donc du coup, c'était important pour nous de pouvoir rendre compte de tout ça, pouvoir permettre à l'ensemble des citoyens de disposer de cette information, une information de qualité. Alors cet ouvrage permet de mettre en regard des grandes tendances qu'on observe, qui s'étalent parfois sur plusieurs décennies, comme par exemple la diffusion du cannabis, le fait que les autres drogues illicites soient relativement peu expérimentées par les jeunes, la baisse du tabagisme au cours des années 90-2000, mais un maintien à un niveau assez élevé, et puis l'émergence de pratiques d'alcoolisation ponctuelle importantes qu'on observe depuis maintenant plusieurs années. Ces grandes tendances de fond, qui sont des tendances de mesure de l'ampleur du phénomène, on peut les mettre en regard avec l'émergence de certains phénomènes qu'on découvre à peine. C'est le cas par exemple des nouveaux produits de synthèse, des NPS, qui sont des produits de nouvelles molécules dont on en voit un certain nombre apparaître tous les ans. Et en parallèle à ça, on voit aussi que les usagers sont relativement peu nombreux à les consommer. Au titre de l'émergence des produits, on a pu également voir qu'un produit comme la MDMA, l'ecstasy, qu'on avait cru un peu disparaître, est revenu depuis 2 ou 3 ans sous des formes différentes, sous forme de poudre, de cristal, de comprimés plus gros. Dernier point, on voit également la place qu'occupe Internet, à la fois en termes d'offres de produits, mais aussi d'échange d'informations sur ces produits, et puis aussi comme support pour d'éventuelles actions de prévention. Ce qui est très important pour construire un savoir sur les jeunes et les addictions, c'est d'être précis, donc d'offrir une observation qui traduise avec justesse la réalité. Si je compare avec ce qui existait avant l'Observatoire, c'est-à-dire avant les années 90, même dans les études, on avait tendance à parler de la drogue en général, sans distinction particulière, ni sur les produits, ni sur les comportements. Grâce au système d'observation que l'on a pu mettre en place, on arrive beaucoup mieux maintenant à isoler les drogues licites, les drogues illicites, les comportements d'expérimentation, les usages occasionnels, et puis les usages plus réguliers qui vont éventuellement conduire à des situations plus problématiques. On doit faire appel à des outils qui sont de nature assez différente. D'une part, des grandes enquêtes quantitatives qui vont permettre de mesurer l'ampleur des phénomènes, et d'autre part, des études plus qualitatives, plus proches du terrain en général, qui prennent plus de temps aussi, plus de temps d'entretien avec les jeunes et avec les acteurs de terrain. Et c'est vraiment la rencontre de ces deux manières d'observer qui va faire toute la richesse de ce qu'on peut proposer. Au titre des inquiétudes, on voit que les niveaux d'usage régulier à la fin de l'adolescence restent assez élevés en France, notamment par rapport aux autres pays européens. On voit un niveau d'usage de cannabis qui est très élevé, des niveaux de tabagisme qui sont également assez hauts, et puis une présence des alcoolisations ponctuelles importantes qui est assez nette. Mais en face de ça, on a aussi des motifs de satisfaction. Le fait que la toute nouvelle génération qui arrive, les plus jeunes, les collégiens, eux semblent consommer moins que les générations précédentes, qu'on ne sait pas encore si c'est des jeunes qui ne seront pas spécialement amenés à consommer ou s'ils vont rentrer plus tardivement dans les produits. Si c'est le cas, une entrée plus tardive est déjà une très bonne chose du point de vue de l'entrée dans les substances. La présence des écrans, des réseaux sociaux numériques dans cette génération-là est probablement une partie de l'explication pour, en tout cas, jouer le rôle de diminuer les opportunités de consommer des produits. C'est-à-dire que les temps passés avec des amis peuvent être parfois moins longs lorsque le temps d'écran prend une place, et du coup l'opportunité de consommer va être moins fréquente pour ces jeunes-là. Alors l'initiation dépend vraiment du type de produit. On a un ordre classique d'entrée dans les produits. En France, le premier produit qui est expérimenté en général, c'est l'alcool. Ça peut parfois être très jeune.
Après, on a un âge moyen d'expérimentation du tabac qui va se situer entre 13 et 14 ans. Et puis après, on a les premiers épisodes d'ivresse et l'expérimentation du cannabis qui se situe plutôt autour de 15 ans. Les évolutions peut-être les plus marquantes qu'on a observées chez les jeunes au cours des 20 dernières années, c'est quand même avant tout la diffusion du cannabis, puisqu'elle nous situe à un niveau qui est très élevé en Europe. On est un des pays d'Europe où les jeunes consomment le plus de cannabis. On a vu aussi une évolution assez forte du tabagisme, qui était à des niveaux très élevés dans les années 90, et puis qui a baissé jusqu'au milieu des années 2000, et pour en revanche stagner depuis quelques années à des niveaux qui restent assez élevés. Et puis on a une baisse de la consommation régulière d'alcool, mais en parallèle une hausse des alcoolisations ponctuelles importantes. Alors, au-delà de ces évolutions qui sont les grandes tendances de ce qu'on observe, il y a un certain nombre de choses, de points un peu plus structurels, un peu plus particuliers qu'on peut évoquer. La question du genre, par exemple, le fait que les comportements des filles ont tendance à se rapprocher beaucoup de ceux des garçons depuis plusieurs décennies, c'est notamment assez visible sur les alcoolisations ponctuelles importantes. Et puis un peu sur le même registre, on voit que quand on compare les situations, les différents pays européens, on voit que les grandes tendances de ce qu'on observait il y a une vingtaine d'années par exemple sont en train de s'estomper. On assiste à quelque chose qu'on pourrait appeler une européanisation des comportements, avec par exemple des pays nordiques qui ont plutôt tendance à être un peu moins dans l'alcoolisation ponctuelle importante qu'avant, et puis des pays d'Europe latine qui ont tendance à être de plus en plus sur ce type de comportement-là. Donc finalement, ça s'uniformise un petit peu entre Europe du Sud et Europe du Nord notamment. Alors, la question des motivations à consommer, c'est vraiment peut-être la question la plus difficile à laquelle on doit faire face. Et en fait, on se rend compte que au-delà d'un intérêt, par exemple, pour faire la fête, ou alors d'un attrait pour la prise de risque à l'adolescence, par exemple, les motivations peuvent être très différentes en fonction des produits, en fonction des individus, avec des nuances assez fortes selon le genre, selon l'âge aussi. À l'adolescence, il y a un glissement qui se fait entre, en gros, le modèle parental qui est prégnant pendant l'enfance, et puis progressivement, c'est plutôt le modèle proposé par les amis, les camarades, qui va prendre le pas. On peut dire qu'on passe d'un modèle du père, P-E-R-E, à un modèle des pairs, P-A-I-R-S. Si on prend par exemple un produit comme le cannabis, on va voir que les motivations, elles peuvent être assez différentes d'un individu à l'autre, mais même pour le même individu, ça peut être parfois des motivations qui sont liées au désir de faire la fête, ou bien à une question de sociabilité du quotidien, et parfois ça peut être aussi sous forme d'automédication pour arriver à se sentir mieux, à gérer son stress, parfois aussi arriver à mieux dormir. Pour un même produit, il peut y avoir des motivations très très différentes.